Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour et bienvenue. On connaît tous ce moment, l'excitation d'avoir trouvé un nouveau job, on est super content, et puis, bam, le préavis. Ah oui, 2 mois, 3 mois, à rester alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de démarrer ailleurs. La question c'est, est-ce qu'on est coincé ou est-ce qu'il y a moyen de raccourcir ça? c'est la grande question. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Le préavis d'émission en France. On va regarder un peu les règles, bien sûr, mais surtout, voir si on peut négocier. Et comment faire ça intelligemment. Voilà. Pour préparer ça, on s'est appuyé sur des articles assez pointus, des stratégies de négociation, notamment d'Anakin.io et une autre source, et aussi, bien sûr, les textes du Code du travail numérique. L'idée, c'est vraiment de décrypter le cadre légal, voir s'il y a des exceptions, et puis explorer l'art et la manière de négocier une durée plus courte. Tout ça avec tact, évidemment. Alors, commençons par le début. Cette durée de préavis, elle sort d'où exactement? Est-ce que c'est la loi qui dit c'est tant de temps pour tout le monde? Eh ben non, justement. C'est une idée assez répandue, mais comme le dit une de nos sources, ce n'est pas gravé dans le marbre. Le Code du travail, il donne un cadre général, mais il ne fixe pas une durée unique. Ah bon? Alors où est-ce qu'on trouve la durée qui nous concerne? Alors, il faut regarder principalement à 2 endroits. Le plus souvent, la réponse se trouve dans la convention collective, celle de l'entreprise ou du secteur. La convention collective, ok. C'est un peu la loi de la profession, si on veut. Et sinon, ou si c'est mieux pour le salarié, c'est le contrat de travail individuel qui compte. Donc, ces 2 documents, c'est la base. Faut absolument les consulter. D'accord. Convention collective, contrat de travail. Et ça donne quoi en général comme durée? On entend souvent parler de 3 mois pour les cadres. Oui, c'est vrai, 3 mois pour les cadres, ça revient souvent. Pour un CDI, les sources parlent de 2 à 3 mois, fréquemment. Mais attention, ça varie énormément. Ah oui? Oui, une autre source qu'on a consultée détaille bien ça. Par exemple, pour les employés, les ouvriers, si on a moins de 6 mois d'ancienneté, le préavis légal minimum est très court. Parfois, il n'y en a même pas. Mais la convention peut en prévoir un. D'accord. Entre 6 mois et 2 ans, c'est souvent 1 mois. Et après 2 ans, on passe plutôt à 2 mois. Et pour les autres? Les techniciens, les agents de maîtrise. Là, ça va souvent être entre 1 et 3 mois. Encore une fois, c'est la convention collective qui décide en général. Pour les cadres, oui, 3 mois, c'est le plus courant. Parfois plus pour des postes avec de grosses responsabilités. Donc le message clé ici, c'est... C'est qu'il faut absolument vérifier sa propre convention collective. C'est crucial. C'est elle qui donne la règle du jeu pour sa situation. Voilà un premier point important. La durée n'est pas standard. Elle dépend de textes précis. Et souvent, la convention collective est décisive. Très clair. Et un petit mot sur la rupture conventionnelle. C'est différent, j'imagine. Ah oui, complètement. Là, on ne parle pas vraiment de préavis. Employeurs et salariés se mettent d'accord sur une date de départ. C'est négocié dès le début. Ok. Mais attention, il y a quand même des délais légaux à respecter pour la procédure. C'est une autre voie, quoi. D'accord. Revenons à notre démission classique. Si la convention ou le contrat dit, mettons, 3 mois, est-ce qu'on peut quand même essayer de partir avant? Est-ce que c'est négociable? Alors là, oui, absolument. C'est non seulement possible, mais c'est même conseillé d'essayer. Surtout si on a un autre poste qui attend avec une date de début ferme. Comme dit l'adage, qui ne tente rien n'a rien, non? Oui, mais conseiller d'essayer, ça veut dire que l'employeur peut dire non. Ce n'est pas un droit. Exactement. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Toutes nos sources le disent. La décision finale, c'est l'employeur qui la prend. Uniquement l'employeur. Ah, d'accord. Il n'a aucune obligation légale d'accepter une demande de réduction de préavis. C'est vraiment une négociation pure et simple. Ça dépend du bon vouloir, des intérêts de chacun. Mais alors, pourquoi un employeur accepterait? Quel intérêt il aurait à laisser partir quelqu'un plus tôt? Il peut y avoir plusieurs raisons en fait. Une source souligne bien qu'un employeur n'a pas forcément intérêt à garder quelqu'un qui a déjà la tête ailleurs. Ouais, la motivation. Voilà. Quelqu'un qui est moins productif. Pensez aux ESN, les boîtes de services informatiques. Si elles ont un consultant en intercontrat, c'est-à-dire sans mission, pendant 3 mois. Ça coûte cher. Exactement, ça coûte de l'argent pour rien. Donc un départ anticipé, ça peut arranger tout le monde dans ce cas. C'est un deuxième point clé, ça. Le levier principal, c'est pas la loi, c'est de montrer à l'employeur comment un départ anticipé peut lui être bénéfique ou au moins ne pas lui poser de problème. Intéressant.
Et d'ailleurs, parfois, c'est l'employeur lui-même qui propose de ne pas faire le préavis, non? Tout à fait. Ça arrive. Et là, attention, parce que financièrement, c'est pas pareil. Ah, Si c'est l'employeur qui décide de dispenser le salarié du préavis, il doit payer ce qu'on appelle l'indemnité compensatrice de préavis. c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il paie le salaire normal comme si la personne avait travaillé pendant toute la période. C'est confirmé partout. Code du travail inclus. D'accord, ça c'est quand c'est l'employeur qui décide. Et si c'est nous qui demandons à partir plus tôt et qu'il accepte? Alors là, c'est différent. Si l'employeur accepte la demande de dispense du salarié, eh bien, il n'y a pas d'indemnité compensatrice pour la période non travaillée. Ah, Le contrat finit plus tôt, le salaire s'arrête plus tôt aussi. C'est une nuance importante à avoir en tête pour la négociation. ok, je vois. Donc on peut négocier. Mais vous disiez qu'il y a aussi des cas où on n'a même pas besoin, où la loi dispense automatiquement du préavis. Oui, exactement. Il y a des situations bien précises prévues par la loi, on peut les classer un peu. D'abord, des cas liés à la vie perso. Une salariée enceinte avec un certificat médical peut démissionner sans préavis. D'accord. Il y a aussi le cas du parent, homme ou femme, qui démissionne pour élever son enfant, soit juste après le congé maternité ou adoption, soit dans les 2 mois qui suivent la naissance ou l'arrivée de l'enfant. Il y a des petites conditions, informer l'employeur 15 jours avant, mais pas de préavis à faire. Et côté plus professionnel? On trouve le cas de quelqu'un qui rompt son contrat à la fin d'un congé pour création d'entreprise. Là aussi, il faut prévenir un peu avant, mais pas de préavis de démission. Et une des sources mentionne aussi le cas, plus spécifique, des journalistes qui utilisent leur clause de conscience. Clause de conscience. Oui, c'est un droit pour eux de partir si la ligne éditoriale du journal change, par exemple. Et ça les dispense de préavis aussi. Donc, troisième point clé, connaître ses jokers légaux. Certaines situations perso ou pro peuvent exempter automatiquement du préavis. Très bien. Et en dehors de ces dispenses totales, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent jouer sur le préavis? Les congés payés, par exemple. Bonne question. Alors, si on a des congés payés qui étaient déjà posés et acceptés avant d'annoncer la démission, ça reporte la fin du préavis d'autant de jours. Ah, d'accord. Si on veut poser des congés pendant le préavis, c'est possible, mais il faut l'accord de l'employeur. Si l'entreprise ferme pour les vacances pendant le préavis, là, ça ne change rien, le préavis continue de courir et il est payé normalement. Et s'il y a un problème? Une faute? Alors oui, si le salarié commet une faute grave ou lourde pendant son préavis, un vrai manquement à ses obligations, l'employeur peut arrêter le préavis tout de suite. Et là, pas d'indemnité pour le reste et pas besoin d'une procédure de licenciement compliquée. D'accord. Ah, et un petit plus, certaines conventions collectives donnent droit à des heures d'absence pendant le préavis pour chercher un autre travail. Ça peut être utile. Ok, bon, à savoir tout ça. Maintenant, le cœur du sujet, la négociation. Si on veut vraiment essayer de réduire ce préavis, comment on s'y prend? Par quoi on commence? La préparation, c'est le maître mot. Une des sources insiste énormément là-dessus. Avant même d'aller voir qui que ce soit, il faut s'analyser lucidement. S'analyser, c'est-à-dire? Mais quelle est ma valeur dans la boîte? Est-ce que je suis facile à remplacer ou est-ce que j'ai des compétences un peu rares? Où j'en suis dans mes dossiers? Est-ce que je pars en plein coup de feu ou c'est plutôt calme? Et bien sûr, comment sont mes relations avec mon chef, avec les RH? Tout ça, ça pèse. Et concrètement, préparer, ça veut dire quoi? Rassembler des papiers? Oui, rassembler des preuves, c'est une bonne idée. La lettre d'embauche du nouveau job, avec la date de début, c'est essentiel. Si c'est pour des raisons personnelles, un déménagement urgent, une formation qui commence, avoir les justificatifs, c'est mieux. D'accord. Mais le truc vraiment clé, qui montre qu'on est pro jusqu'au bout, c'est de préparer un plan de passation. Vraiment détaillé. Un plan de passation détaillé. Ça veut dire quoi exactement si je suis communicante ou développeur, par exemple? Très bonne question. Ça veut dire montrer qu'on a pensé à la suite. Pour la communicante, lister les campagnes en cours, les contacts importants, où sont les fichiers, les prochaines étapes. Pour le développeur, commenter son code, lister les projets, les dépendances techniques, qui contacter pour la suite, peut-être même préparer une petite doc pour la reprise. Limite la vie de celui ou celle qui va reprendre, et donc de l'entreprise. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, comment on aborde la discussion? On débarque pas dans le bureau en disant « Salut, je pars dans 15 jours », j'imagine. Ah, surtout pas. Faut y aller en douceur. Prendre rendez-vous avec son manager direct. Un conseil qu'on a lu, c'est souvent bien d'avoir déjà envoyé ou de donner à ce moment-là sa lettre de démission officielle. Pourquoi? Parce que ça lance officiellement le décompte du préavis. Comme ça, même si la négo échoue, le temps court déjà. Au moins, on ne perd pas de temps. Malin. Et sur le ton à adopter? L'honnêteté, souvent, ça paye. Expliquer calmement qu'on a trouvé autre chose, par exemple.
Le ton doit rester respectueux, pro-diplomate. Pas de chantage, genre si vous me gardez je servirai à rien, ni d'ultimatum. Il faut présenter ça comment alors? Plutôt comme une situation un peu exceptionnelle qui demande un arrangement. Montrer qu'on comprend les contraintes de l'entreprise, la charge de travail, le besoin de trouver quelqu'un, rappeler ses bons et loyaux services, dire qu'on veut partir en bons termes, ça aide à créer un bon climat. Et est-ce qu'on peut proposer des choses en échange pour que ça passe mieux? Ah ouais, carrément. C'est même une super stratégie, conseillée par une de nos sources. Proposer des contreparties concrètes, ça renforce la demande. Comme quoi, par exemple? S'engager à former à fond le remplaçant s'il arrive vite. Assurer une passation nickel, d'où l'intérêt du plan passage. Proposer d'être joignable un peu après le départ pour les urgences. Voire renoncer à des congés, hein. Oui, ça peut être une option, si c'est possible pour soi. Renoncer à quelques jours de congés restants ou accepter des horaires un peu différents sur un préavis plus court. Ça nous amène à un 4e point clé. Ne pas juste demander, mais proposer des solutions. Un bon plan de passation, des contreparties, ça montre qu'on est engagé jusqu'au bout. Et quels sont les arguments qui marchent le mieux pour justifier la demande de départ anticipée? Faut que ce soit solide, crédible. L'urgence du nouvel employeur, ça marche souvent. Besoin critique, projet urgent. Une opportunité de carrière vraiment unique. Grosse promotion, départ à l'étranger. Et les raisons personnelles? Oui, si elles sont fortes et vérifiables. Suivre son conjoint qui est muté loin, des raisons familiales importantes, un souci de santé, une reprise d'études avec une date de rentrée fixe. Ok. Imaginons le scénario où l'employeur dit non. Refus catégorique. Ou alors, il est prêt à discuter, mais pas à tout lâcher. Il reste des options, hein. Oui, il reste des pistes. On peut essayer de négocier un préavis partiellement travaillé. C'est un compromis. C'est-à-dire? Par exemple, faire 6 semaines sur les 3 mois prévus. Le reste, on n'est pas payé, mais on est libre. Ou alors, aménager le temps de travail pendant le préavis. Passer à temps partiel, avoir des horaires flexibles, faire plus de télétravail si ça aide à gérer la transition tout en finissant ses tâches. Et si c'est vraiment un non ferme et définitif? D'abord, essayer de comprendre pourquoi il refuse. Est-ce qu'il a une vraie inquiétude sur un projet, un souci de planning? Parfois, en écoutant, on peut trouver un tout petit ajustement qui débloque la situation. Mais faut pas insister lourdement non plus. Non, il faut savoir de juger. Forcer la main, ça peut vraiment abîmer la relation. Et pour l'avenir, pour son réseau, c'est pas top. Parfois, préserver une bonne image, ça vaut plus que de gagner 3 semaines. Il y a l'option extrême, dont on entend parler parfois. L'abandon de poste. Qu'est-ce que vous en dites, Sam? Oui, les sources en parlent. C'est radical. De plus venir travailler du jour au lendemain sans autorisation. Faut être super clair, hein, c'est une faute grave. Avec quelles conséquences? On perd certaines indemnités, comme celles de licenciement ou de préavis. Et ça peut bloquer les droits au chômage. Même si les employeurs ne vont pas toujours au prud'homme pour demander des dédommagements, le risque existe. C'est vraiment une option à très très haut risque. Donc à éviter si possible. À n'envisager qu'en tout dernier recours et après avoir pris conseil auprès d'un juriste idéalement. Ça nous donne notre 5e point clé. Un refus, c'est pas la fin. On peut chercher des compromis. Mais attention aux solutions extrêmes comme l'abandon de poste. Les risques sont énormes. Très important de le rappeler. Bon, imaginons qu'on réussisse. On trouve un accord, total ou partiel. Une poignée de main, ça suffit. Ah non, surtout pas. C'est un point crucial. Il faut absolument formaliser l'accord par écrit. Un email? Un email clair, ça peut marcher. Mais l'idéal, c'est une lettre signée par les deux, ou encore mieux, un avenant au contrat de travail. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc. La nouvelle date de fin de contrat et, si besoin, les contreparties. Formation, dispense partielle. Et il faut aussi régler les détails pratiques. Exactement. S'assurer que tout est clair sur le calcul du solde de tout compte. Ce qu'on fait des congés restants, prix, payés, comment se passe concrètement la passation finale. Mieux vaut tout mettre sur papier pour éviter les mauvaises surprises. C'est notre 6e et dernier point clé. Un accord verbal, ça ne vaut rien. Il faut un écrit clair et détaillé sur la nouvelle date de fin et les conditions. Parfait. Alors, si on devait résumer en quelques points, pour quelqu'un qui veut se lancer dans la négo. Ok, en bref. 1. Vérifiez votre durée de base, contrat, convention collective. 2. Sachez que c'est négociable mais pas garanti. L'employeur décide. Le levier, c'est de lui montrer son intérêt ou au moins que ça ne le gêne pas. 3. 3. Connaissez les cas de dispense légale, vos jokers. 4. Préparez-vous. Auto-évaluation, preuves et surtout le plan de passation. 5. Proposez des contreparties, soyez diplomate. 6. 6. Si ça coince, cherchez des compromis, mais attention aux options radicales. Et 7. Le plus important peut-être, toujours formaliser l'accord par écrit.
Excellente synthèse. Pour terminer, on a beaucoup parlé de partir en bon terme, de soigner sa sortie. Oui, c'est vrai. Et ça soulève une question un peu plus large, je trouve. Au-delà de réussir ou non à gratter quelques semaines sur son préavis, il y a la manière dont on gère tout son départ, y compris cette phase de préavis qui peut être tendue. Est-ce que gérer ça proprement, faciliter la transition pour l'entreprise, même si ça veut dire faire tout son préavis, n'est pas finalement un meilleur calcul pour sa réputation professionnelle à long terme? Partir vite en laissant une mauvaise impression, ou partir bien, même si c'est un peu plus long, surtout dans des milieux où tout le monde se connaît? C'est une réflexion à avoir, je pense, au moment de clore un chapitre pro. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.